Monsieur Levaille, d'abord, merci. C'est pas la première fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on se voit. Et il y a 20 ans, je crois, une 25 ans, on s'était rencontrés. Et vous n'étiez peut-être pas aussi fervent de tout ce que vous avez dit, mais à l'époque, vous m'avez mis sur un chemin, sur une route. Sur cette route du frère, sur cette route de celui qui est juif dans son cœur, qui peut être autrement ailleurs et qui peut accepter l'autre. Et je voulais aujourd'hui vous remercier de tout ce que vous nous avez raconté ce soir, tout ce que vous nous avez dit. Je pense que personne dormait, tout le monde vous écoutait. C'était, comment dire, la voie de la sagesse. Je dirais peut-être pas la voie de la vérité, parce qu'y arriverons-nous un jour. Mais je voulais vous remercier 20 ans après, parce que vous tenez toujours le même discours, parce que vous êtes resté sur votre ligne de mire et sur votre route, sur votre ligne. J'espère que vous y resterez encore longtemps, jusqu'à 120 ans. Ici, on est dans une synagogue, donc on peut le dire. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres livres après le prochain que vous nous avez annoncé. En tout cas, je pense que ceux qui vous ont écouté, comme disait notre président tout à l'heure, le président de la communauté de l'huile, puisque nous ne sommes pas d'île, je crois que quelque part, c'est vrai qu'on a reçu des philosophes ici, des gens extraordinaires qu'on a écoutés, qui nous ont vraiment, Monsieur Benzoussan, j'ai envie de vous remercier ce soir, nous fait des conférences absolument extraordinaires avec des gens merveilleux, mais peut-être qu'il y a d'extraordinaire entre vous et les autres, c'est que vous, je crois que tout le monde vous a compris, et j'espère qu'il en ressentira beaucoup de choses pour beaucoup aujourd'hui, surtout sur ce racisme, sur cette... alors c'est l'antisionisme, effectivement, l'antisémitisme qui est l'antisionisme. On n'a pas parlé de ce qui se passait partout, on n'a pas parlé de Daesh, mais je suppose que vous avez votre idée là-dessus. Je suivais hier l'émission sur un an après Nice, et sur ce que disaient certaines familles, certaines personnes, et je pensais à toutes ces personnes qui aujourd'hui pleuraient des enfants, des pères, des mères. Il y en a eu tellement, c'était horrible. Il y a eu d'autres attentats en France, il y en aura d'autres, parce que malheureusement, personne n'est optimiste et personne ne peut l'être. Alors, des Monsieur Yvan Levaille, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, beaucoup en France. Je vous remercie. Et merci pour votre transmission. Bon, merci. Merci de ce que suscite, puisque j'ai retenu votre attention et votre réflexion, mais voilà, ce que je souhaite, c'est avoir peut-être des questions sur une société qui est... On a dit que la société politique était en crise, et la société de l'information, elle est aussi en crise. Et si vous voulez, moi je ne suis pas pessimiste parce que je pense que l'information, elle est toujours là. Elle passe toujours par des canaux incroyables. Alors évidemment, aujourd'hui, elle passe par... elle est réduite. Il y a une réduction qui fait que... qu'est-ce qui reste des quelques lignes qu'on lit sur son smartphone? Les gens ne lisent plus de journaux, ça c'est vrai. Ils n'achètent plus les journaux. On voit qu'il y a une génération qui vit loin du papier. Bon, ils remplacent le papier, des journaux, c'est pas si grave. Mais est-ce qu'ils ne vont pas aller jusqu'à supprimer le papier des livres, si vous voulez, et le contenu des livres? Alors on dit, oui, ça passe aussi... moi, j'appartiens à une génération, c'est trop tard, j'ai besoin de toucher un livre. J'ai besoin de sentir le papier. J'ai reçu beaucoup de courriers, les gens, quelquefois, me disent « Ah, c'était bien, la radio, quand vous faisiez la revue de presse à la radio, on entendait le bruit des journaux. » Bah oui, parce que j'avais les journaux sous les yeux, et voilà. Et le papier froissé, on entendait le papier froissé. Et il y a une très grande cantatrice qui
qui m'a dit aussi un jour, en écoutant dans une voiture, vous savez, les disques d'aujourd'hui, qui sont parfaits, il n'y a pas de grain dedans. Et cette cantatrice disait, mais attendez, on va entendre, ça va être comme ça, mais il n'y aura pas de profondeur. Et c'est vrai, le son est d'une pureté inouïe, mais il n'y a pas de son pur. Dans la nature, il n'y a pas de son pur. Si vous voulez, quand vous allez au Corrégie d'Orange ou que vous allez un spectacle, voir un opéra en plein air, il y a les bruits de la vie qui sont là tout autour. Et sur les magnifiques... on a des outils aujourd'hui qui sont incroyables et ils ont chassé les scories. Même chose aussi, à la radio, il n'y a plus de silence. Alors qu'en musique, il y a des silences. Je suis désolé, mais ça existe. La pause, le temps pour méditer. Alors ça donne ça, et on ne se rend pas compte du ridicule de ça. C'est heureusement qu'il y a des visages qui interprètent. Il y a des gens qui aujourd'hui, à la télévision, réussissent à passer d'une nouvelle grave à une nouvelle un petit peu plus légère. Mais vous en avez qui, on a l'impression que c'est au massicot. Voilà. Inondation au Bangladesh, 25 000 morts pour l'instant. Voilà. Bon, oui, Festival de Cannes. J'ai envie de dire, mais vous pourriez pas marquer le cœur, non, l'émotion. Laissez-moi le temps de... Ah, laissez-moi respirer. Vous ne respirez plus. La pauvre, la malheureuse qui fait la météo le soir, on lui dit mais vous savez à quoi ça tient, ça? C'est pour ça que j'ai l'impression que vous pourriez peut-être avoir des interrogations sur la société de communication d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi vous êtes ici. Pourquoi on va... moi, je suis très frappé de voir... Ça existe aussi chez les francs-maçons. Vous allez chez les francs-maçons, le soir, bon, on les aime pas, on est franc-maçon, on n'est pas franc-maçon, mais vous avez des gens attentifs. Vous allez au théâtre, vous avez des gens qui suivent la pièce. Les gens sortent, mais on se dit, mais pourquoi ils sortent? Moi, je pense qu'ils sortent par réaction contre les massicotiers. Les gens, je les appelle massicotiers, ils découpent... moi, j'ai été directeur de l'information à Radio France. Je disais, mais attendez, je vous interdis d'enregistrer. Ils venaient enregistrer les papiers pour le lendemain matin. Oh, ils disaient, oui, j'ai pas envie de me lever demain matin. Et puis, les gens, ils n'entendent pas. Je dis, comment les gens n'entendent pas? Moi, j'entends le soir, vous avez une voix du soir. Venez le matin. Et puis, si dans la nuit, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, j'ai appris ça dans les radios privées. Tout est en direct. Et on n'enregistre pas. Là, c'est l'été. Ils vont faire des rediffusions. Ils vont... Vous savez, comme sur une étagère, on colle, etc. C'est comme ici, si à la synagogue, on disait, bon, voilà, c'est la synagogue. Alors, une conférence, elle est ouverte, celle-là. Enfin, on n'imagine pas les marchands du temple venant dire, et maintenant, une page de publicité. Qu'est-ce que je dis, une page de publicité? Une tonne de publicité. Maintenant, vous savez, c'est comme le sandwich. Avant, dans le sandwich, il y a du pain, et à l'intérieur, il y avait du jambon. Alors, ils ont mis un peu de jambon dans des tranches de pain publicitaires. Et maintenant, il n'y a plus de jambon, il n'y a que du pain. Voilà. Et où est le jambon? Eh bien, après. Alors, la fille qui fait la météo, d'abord, en même temps, c'est ridicule, parce qu'elle dit, ouais, on a envie de lui dire, tu te pousses, chérie, je vois la carte de France, et j'ai compris qu'il ferait beau à Lille demain ou pas. C'est pas la peine de me dire petit vent, petit truc, etc. C'est grotesque. Ou laissez-lui le temps de respirer. La petite, on lui a dit, dis donc, vite, vite, vite. Il te reste 1 minute pour conclure. 30 secondes pour conclure. Bon, vous ne m'avez pas posé de questions sur la communication, alors je vous laisse à vos interrogations et j'espère que vous en avez pour vos enfants. Parce que nous, vos générations, vous avez peut-être appris à lire avant de regarder la télévision.
Maintenant arrivent des générations qui regardent la télévision avant d'apprendre à lire. Autrement dit, ils n'ont pas d'image. Quand vous leur donnez un livre, on leur dit « tu devrais lire ». Moi, un jour, j'ai eu le privilège aussi de rencontrer les enfants Badinter. Bon, les enfants Badinter, ils ont une mère et un père qui écrit. Alors j'espère qu'ils ont lu. Et un jour, j'ai demandé à l'un de leurs fils, Simon, je lui dis, mais dans sa chambre, je voyais, il y avait les livres. Ah, je dis, ben dis donc, et tu lis les livres de tes parents? Ah, il me dit, non, mais tu vois, je les ai tous et je les lirai plus tard. Bon. Et c'est vrai que, je dis quoi, t'as pas lu? Tu lis pas? Mais tu as la chance d'avoir ton père, Robert Badinter, qui écrit « Lis au moins dans le livre de poche l'exécution », puisqu'il a assisté à la dernière condamnation à mort qui a eu lieu dans ce pays, et il raconte ce qu'a été la vie d'un garde des Sceaux qui doit... voilà. Bon. Alors, les enfants ne lisent plus. Mais il y a des enfants, des petits-enfants, à qui... on va raconter, ou on leur lit une histoire le soir. Mais théoriquement, il faudrait faire attention avec le robinet à images, qui ne nous fait pas de mal à nous. Bon, moi aussi je l'ai, l'appareil qui permet... C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux et horrible et épouvantable. Et regardez la jeune génération, ils sont là, ils sont plus avec vous. Vous prenez le métro, vous prenez le train, ils ont et c'est terrible. Moi, à mes propres enfants, j'ai dit, ils avaient tendance aussi à se lever de table parce que ça sonnait. Ils disaient, attends, tu es ailleurs ou tu es avec moi? C'est bien la peine que je me donne du mal pour cuire le gigot comme tu l'aimes. La prochaine fois, tu auras un sandwich McDonald's. C'est même pas. Donc, vous allez poser, vous savez, comme dans les westerns. Dans les westerns, il faut accrocher les revolvers. Là, dans les familles françaises, il faut que vous ayez l'autorité sur vos enfants et vos petits-enfants pour leur dire, tu laisses ça, hein. Mais je vois quelquefois, je vois des gens, j'ai envie de dire, bon. Et puis, je dis pas parce qu'ils vont dire, oh là là, il est vieux, il est ringard, c'était autrefois, il n'a pas compris, il n'est pas moderne, etc. Attendez, c'est nous qui sommes modernes. Parce qu'à partir d'un texte imprimé, nous, on peut lire les commandements. Bon, eux, quand est-ce qu'ils entendent la voix du Seigneur? Quand est-ce que... Là, je vois, il y a un ministre de l'Éducation qui veut leur faire réapprendre les fables de La Fontaine. Mais c'est une très bonne idée. Mais pourquoi on avait renoncé aux fables de La Fontaine? Le jugement de La Fontaine sur la justice, il n'a pas changé. Hein. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voilà. C'est pas la peine de lire l'éditorial du Figaro et l'éditorial de Libé pour savoir comment fonctionne la justice. La justice, elle juge les puissants et les misérables différemment. Voilà. Il y a Marc Auger qui a écrit un tout petit livre que moi j'ai envie à la limite j'ai envie d'en faire la promotion, qui est un livre optimiste en même temps. Alors les gens disent il est utopique, mais il est formidable. Et il dit, vous avez remarqué, les classes sociales dans nos pays, elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc c'est fini, il n'y a plus de classe ouvrière, mais il y a un immense salariat. Et il dit, qu'est-ce qui va se passer demain? Et il dit demain, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Eh bien, il dit demain, il y aura 1, les puissants, 2, les consommateurs, 3, les exclus. Ça ne rend pas optimiste, hein, même si le livre est optimiste. J'en profite aussi pour vous dire que nous tous, là, ici, alors, il y a des gens puissants, par exemple, pensez bien que le président Bentoussan, c'est pas un consommateur, il est puissant. Non, eh bien si, il est à la fois, il a un peu de puissance. Là, je vois, il y a des adjoints de la mairie, enfin, il était adjoint, etc. Bon, ils ont un peu de puissance,
mais ils appartiennent à ce vaste groupe de consommateurs. Mais attendez, mais on ne peut pas être des consommateurs. On ne peut pas être que des consommateurs. Obligé de... Qui est-ce qui me... On mange quoi au fond? On mange ce que décide Monsieur Auchan, Monsieur Leclerc, Monsieur Intermarché, Monsieur... Vous savez combien il y a de centrales d'achat en France? Ils sont 4 à acheter tous les produits et vous les distribuez sous des emballages différents. Nous sommes tous des consommateurs. Nous sommes... Eh bien oui, mais on n'est pas que consommateurs. Mais on a de la chance de consommer, parce que les exclus ne consomment pas. Les puissants, ils réfléchissent à ce qu'est votre consommation. Et ils consomment beaucoup trop. Pas beaucoup trop, mais ils ne savent plus ce qu'est la consommation, puisqu'ils n'y vont plus. Vous savez qu'un ministre qui n'est plus ministre, il doit réapprendre à téléphoner. Non, mais c'est vrai. Et ils vous le disent. Ils le disent. Ils disent, écoutez, moi je vais en citer une, je peux donner son nom, Fleur Pellerin. Je déjeune avec Fleur Pellerin, qui est une femme très intéressante, qui, d'ailleurs on avait un point commun, enfant rejeté, immigré, mais très française jusqu'au bout des ongles, malgré ses origines asiatiques. Et je la vois 3 jours après, elle arrive en retard et au déjeuner, elle me dit « Je suis désolé, je viens déjeuner, mais il a fallu que je mette ma voiture au parking. Et ça fait des années que je n'ai pas mis ma voiture au parking. » Donc, il faut réapprendre à conduire, il faut réapprendre tout ça. C'est intéressant, hein? Ça veut dire qu'ils sont plus tout à fait dans la vie. Il faudrait les ramener dans la vie. Aller comme ceux qui allaient dans les bibliothèques. Voilà. Mais je ne veux pas revenir sur tout ça. Je croyais que, madame, vous vouliez poser une question sur la presse, justement. Bonsoir, merci pour tout ce que vous avez dit. Mais effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la presse, la communication, l'information et n'importe quoi qui se dit n'importe où, sans preuve, sans contrôle, sans rien. Et comme vous dites, c'est éphémère parce que c'est un tweet. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Plus c'est faux, plus ça prend en général. Et ça a pris des proportions assez graves, quand notamment, et je pense à la loi El Khomri par exemple, qui n'était ni vue ni connue de personne et qui était déjà combattue dans la rue. Et pour laquelle j'ai entendu des jeunes à la télévision dire « Oui, mais on va avoir un SMIC à 5 €, c'est inadmissible, etc. » Ah, tu sais ça de où? Ah, bah je sais pas, on me l'a dit. Bon, donc c'est cette communication-là qui aujourd'hui me gêne, parce que, je ne veux pas dire que les journalistes ne fassent pas leur boulot, mais un petit peu quand même. Comme ils n'écrivent plus, à la limite, il n'y a pas de traces. Comme tout le monde se fout de ce qu'ils disent, et puis de toute façon, ça sera toujours vrai un jour, bon, on ne leur en veut pas, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans les écoles de journalisme, autour de vos jeunes collègues, pour que, à un moment donné, on arrête de balancer tout et n'importe quoi et qu'on vienne à la réalité, ce qui fait qu'on respectera d'autant mieux les politiques, qu'on écoutera la vérité de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, et on pourra ou apprécier ou pas, mais en tout cas juger à la juste valeur. Alors, il faut qu'on ait tous une réflexion sur le temps. Et le temps n'est pas le même pour les uns et pour les autres. Et là, on aborde la vraie question philosophique, c'est que le temps est long et le temps est court. Le temps est long quand j'attends, ou quand mademoiselle Dupont, ou plutôt monsieur Dupont, attend un rendez-vous avec la petite Durand, et donc il l'attend. Et c'est long, c'est long. Elle a un quart d'heure de retard et ça lui paraît des heures. Et le temps est court quand d'un seul coup on regarde, ce que j'ai fait moi en faisant mon livre et en lançant cette idée, compter les jours, d'un seul coup j'ai compté, j'ai vu que j'avais vécu, là en 2017, 29 000 jours. Et je me dis, mon Dieu, je n'ai pas vu passer le temps. Voilà. Et donc, le temps est différent. Le temps d'une... Il y a des temps qui ne changent pas. Le temps de la grossesse d'une femme, c'est 9 mois.
Et moi, je suis content que ça ne change pas ça. C'est-à-dire, pendant 9 mois, la femme attend son bébé. Alors, je sais, bon, il y a les prématurés, etc., mais la règle, quand même, la plus commune, c'est 9 mois. Et donc, la femme attend son bébé, et elle l'attend dans la joie, dans le bonheur, dans l'impatience, ou dans l'inquiétude. Mais c'est un temps très particulier. Voilà. Le temps des vacances apparaît très court, pas au début. Mais quand arrivent les derniers jours, on dit « Ah, mon Dieu, c'est fini. Oh là là, oui, ça sent le retour. » Voilà. Mais le temps médiatique, l'air de rien, il a été resserré, mais d'une façon absolument incroyable. Et le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Le temps, au fond, les télévisions, les radios d'aujourd'hui, elles veulent tout épuiser en une journée. C'est-à-dire, le matin, il y a eu un vol terrible dans une bijouterie et on veut avoir le coupable le soir. Voilà. Et on attend de connaître, on voudrait connaître le coupable tout de suite. On voudrait connaître le bénéfice d'une loi avant que la loi ait eu ses décrets, etc. Attendez, il faut le temps de les établir, les décrets. Le débat, moi c'est ce qui me frappe. Les gens réclament un débat. On veut un débat. Ah bon? Mais un débat de combien de temps et où? Et vous voulez débattre quand? Ah, mais on veut redébattre encore de la loi El Khomri, ce que vous venez de dire. Mais attendez, mais elle a déjà été débattue. Oui, mais on veut débattre encore parce que, etc. Temps médiatique, temps de l'individu, patient et impatient, temps, accélération du temps et toboggan. Et nous sommes tous aujourd'hui entraînés sur un toboggan médiatique. Bonjour, je suis très, très heureux de vous voir. Donc, il y a une sorte de folie qui nous a saisis et finalement, il faudrait arriver à, je dirais, intégrer le temps long, le temps moyen et le temps court. Moi, vous voyez, j'ai en tête et en mémoire, j'ai combien a duré le temps de l'occupation des Allemands en France. Alors, les gens vont dire 4 ans, 5 ans, etc. Ils vont dire, bon, non. Moi, je préfère dire 1351 jours. L'occupation, 1351 jours. Et je peux vous dire que ça a été long. Et ça a été long dès le début. Et chaque année, c'était terrible. Et ça a semblé, comment dire, interminable, cette occupation. Donc, et aujourd'hui, on est sur un tapis roulant qui accélère. Et donc l'espace se rétrécit, et en même temps, il faut gagner du temps. Parce que vous pourrez dire, mais vous êtes contre l'accélération, alors vous regrettez la marine à voile et la lampe à huile. Mais on ne peut pas regretter la marine à voile et la lampe à huile. Si j'avais le temps, je vous donnerais une anecdote. Quand je vois les journalistes d'aujourd'hui, voilà, ils partent en reportage avec ça. Ils ont ça. Voilà. Bon. Moi, je me souviens d'avoir souffert 1000 morts, je vais vous dire ouf, à Addis Abeba, avec un Nagra qui pesait 35 kilos. Le Nagra, c'était un appareil grand comme cette table-là, très lourd, qui faisait une qualité de son incroyable, avec les bandes magnétiques qui tournaient, et on avait une courroie, on avait un micro, un fil, et on portait ça sur l'épaule. D'ailleurs, les vieux reporters, ils finissaient leur vie comme ça, en portant ça. Hein. Et je me souviens avoir grimpé à Addis Abeba. Il y avait le président de l'époque, qui était Georges Pompidou, ce qui ne rajeunit. Là, les jeunes gens, ils ont oublié le président Pompidou. Ben oui, le successeur de Gaulle s'appelait Pompidou. Et il fait un voyage en Éthiopie. Et qui est-ce qui l'accueille? Haïlé Sélassié. Très bien. Et moi, je suis à Europe numéro 1, reporter, et j'ai mon Nagra.
et on arrive en bas, et on doit monter une colline, et Haïlé Sélassié vient chercher Pompidou dans son carrosse, un carrosse à la Louis XIV, et il monte une côte. Voilà. Et moi, je me dis, il y avait trois journalistes, ceux de l'AFP, ils avaient leur crayon et leur truc, mais les journalistes radio avaient le Nagra. Addis Abeba, c'est en hauteur, et en hauteur, l'oxygène est un petit peu plus rare qu'en bas. Et donc, il a fallu monter, et je voulais absolument arriver au moment où on ouvrait le carrosse de Pompidou pour lui dire alors quel effet ça fait, enfin les questions bêtes qu'on pose pour la radio, quel effet ça fait de monter comme ça. Et j'ai cru qu'ils allaient me relever parce que j'ai failli m'évanouir en courant dans un endroit où il n'y avait pas, avec ce poids, c'est terrible, j'ai cru que je tombais sur les pieds de Pompidou. Et le souvenir m'est resté. Mais aujourd'hui, quand je vois que ça se passe comme ça, je dis, le métier a changé de manière. Et ça vous permet d'être tout de suite en communication avec le monde. Bon, moi demain, non c'est vendredi, donc c'est samedi. Samedi, j'ai le bonheur d'inaugurer le train, le TGV qui va de... Monsieur Pépi me fait l'amitié de... Et donc je vais aller à Bordeaux en 2h04. Et puis remonter après sur Rennes, etc. Bon, alors il y a des gens qui vont polémiquer sur, comme toujours, sur le TGV. Est-ce bien normal de faire... Mais oui, il faut essayer d'aller plus vite. Mais il y a un moment où il faut s'arrêter. C'est Michel Serres qui le dit. On entend du bruit partout. Est-ce qu'il reste des endroits de silence où on peut méditer et réfléchir? Mais il n'en reste pas beaucoup. Si, vous voyez, là, voilà. Chez vous, si c'est bien insonorisé. Voilà. Et tout à fait entre nous, on reçoit tellement d'images, tellement de sons, tellement de... Aujourd'hui, le citoyen, il est obligé de trier parmi les nouvelles. Car les journaux n'ont plus un point d'honneur pour regretter les erreurs, les à peu près, comment ils sont partis sur une rumeur, comment ils ne démentent jamais. Jamais! Est-ce qu'ils viennent s'excuser quand le jugement est rendu? Quand, par exemple, une personnalité attaquée à la une des journaux obtient un non-lieu 2 ans ou 3 ans après. Personne ne le dit. C'est-à-dire, le jour où vous êtes accusé, vous restez accusé définitivement. Et on le met en première page. Et on met le soupçon. Aujourd'hui, on met le soupçon en première page. Mais, je le disais tout à l'heure, qui est responsable? Nous sommes tous responsables. On est tous appelés par des gens dans la journée qui nous disent « Dis donc, t'as vu on a découvert que X, Y, Z était pédophile. » Et ça y est, c'est parti. Et ça revient, etc. C'est oui, c'est non, c'est sûr. Là, moi, je suis venu tout à l'heure, je ne sais pas ce qui est arrivé à Muriel Boll. Vous voyez, par exemple, cette affaire-là, moi, je me souviens de l'époque. C'est là aussi que je dis, mais comment se fait-il que la télévision française n'est pas, comment dirais-je, ne présente pas des jeunes gens et des jeunes filles, comme dans les armées de la République, et des vieux sages, et des vieux témoins. Le jeune témoin et le vieux témoin. Frédéric Potcher, je crois qu'il a toujours été un vieux journaliste. Il avait fait le procès de Nuremberg. Attendez, tout le monde écoutait Frédéric Potcher. Et on croyait Frédéric Potcher. Là, il y a un homme qui est à la télévision et à la radio. Vous voyez, je réponds à votre question. C'est à nous de chercher les bons. Moi, il y a un homme qui me rappelle Jean Boissonnat,
car il explique l'économie avec les mêmes mots et en prenant son temps. C'est Monsieur Langlais. Voilà. Et j'ai remarqué que tout le monde écoutait Monsieur Langlais. On le regarde et on l'écoute. J'ai noté aussi qu'il y a un garçon qui est considéré comme le préféré des Français qui regardent les téléspectateurs, le docteur Michel Sims. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du simple, il fait du clair. Et il ne triche pas et il ne ment pas. Donc, la réponse, c'est à nous de ralentir. À nous, quand la télévision accorde plus de place à la publicité, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, quand il y a les écrans de publicité qui sont là, pourquoi on zappe? Mais il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas zapper. L'émotion, elle ne se zappe pas. Quand d'un seul coup, on a un vrai document, on ne zappe pas. Moi, j'ai vu la semaine dernière, et puis il y a des différences. Vous savez ce qui m'est arrivé avant-hier? Moi, j'ai été journaliste parlementaire. J'ai dirigé et présidé la chaîne parlementaire. Je vais vous dire ce que j'ai fait l'autre jour. Je voulais voir les nouveaux députés à la télévision. Les voir. Et je me suis installé devant mon téléviseur, j'ai coupé le téléphone, et je dis, je vais voir leurs têtes, s'ils sont jeunes, je vais voir les femmes, les hommes, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, je vais voir où ils sont assis, comment, je vais les voir voter. Je passe mon après-midi devant mon écran de télévision. Service public de télévision et service privé. Je regarde, je mets la une. Privé, rien. Feuilleton américain. Je mets la 2. Public. Feuilleton américain. Feuilleton à l'eau de rose d'après-midi. Je reviens voir pour voir s'il y a quelque chose sur la 2. Non. Je dis c'est sur la 3 comme d'habitude. Sur la 3, feuilleton américain. La 4, la 5. Bon. La 6, la 7, rien. La 7 normale, c'est la chaîne franco-allemande. 8, rien. 9, 10, 11, 12. BFM TV. Là, j'ai en direct toute la séance, filmée par la chaîne privée. Celle qui va la plus vite, celle que les gens détestent en disant oui, elle est. C'est vrai que bon, on peut. Mais où est le service public? Je mets la chaîne parlementaire, quand même, j'ai un attachement pour cette chaîne. Alors, elle aussi, direct, mais c'est normal. Elle est payée pour ça d'ailleurs. Et elle vit sur la cassette de l'Assemblée nationale, comme la chaîne Public Sénat vit sur la cassette du Sénat. Bon, donc c'est normal, elle produit ça. Et je regarde LCI, la séance, chaîne privée. Et quelle chaîne encore je regarde? Enfin, aucune des chaînes du service public. Et je me suis dit, si j'étais un citoyen normal, j'appellerais et je dirais, que fait le service public? Et puis je ferai une addition chez moi. Combien de gens travaillent sur la 2, sur la 3, sur la 4, sur la 5 et je pourrais continuer comme ça. Et ça fait combien de gens, combien d'emplois? Où sont-ils, ceux qui ne me donnent pas ce que je regarde? Et je vous signale que l'émission a fait un tabac parce qu'il y a énormément de gens qui ont voté et qui voulaient voir les têtes des députés. Alors, évidemment, ils vont dire, mais on l'a fait à 20h. Voilà votre question, madame. On l'a fait à 20h. Et qu'est-ce qu'on a vu à 20h? Eh bien, on a vu Valls qui votait. On a entendu un tout petit bout du discours de M. de Rugy, c'est-à-dire on a eu des pilules d'informations. Le climat n'y était pas. Voilà. Et donc, la société médiatique mérite d'être réformée? Oui. Je pense qu'il faut qu'il y ait des chaînes qui prennent leur temps et qui parlent comme on se parle. Je l'ai dit en commençant. La parole est à celui qui parle et à celui qui écoute. Or, celui qui écoute, il paye la redevance. Alors bon, je ne vais pas faire du mélanchonisme ici, surtout pas, mais théoriquement, il y aurait un mouvement pour dire la chaîne publique étant devenue rongée par la publicité, alors que moi j'ai assisté, vieux journaliste, j'ai assisté à l'introduction de la publicité à la télévision. Et ce sont défilés à la tribune
des gens qui disaient « Ne vous inquiétez pas, ça ne dépassera jamais 2 minutes la publicité sur les chaînes publiques. » J'ai assisté à ça avec un serment. Pas plus de 2 minutes, vous en faites pas. Ça fait combien de minutes, Madame Ernotte? Monsieur Schramek, il y a combien d'heures de publicité sur les chaînes de télé? Combien d'heures? Et qu'est-ce que c'est que ce temps-là? C'est du temps. Je veux bien, je suis d'accord, mais je ne veux plus payer ma redevance. Vous comprenez? J'ai plus envie de payer la redevance. Et il paraît d'ailleurs que les gens, les Français voudraient que les impôts baissent. Il y a un moyen de baisser les impôts. On supprime la redevance. Yvan Levaque, 2 points, ouvrez les guillemets, à Lille, supprimons la redevance. Voilà. Voilà ma réponse.